Bonjour tout le monde. Vous êtes là s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, parfait, merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, nous allons enchaîner. La dernière fois, nous avons fait un peu le panorama. Nous avons passé en revue ce qu'on appelle les actes de commerce. Nous savons déjà qu'il existe 3 types d'actes de commerce. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce par la forme. Et j'ai dit que seuls les actes de commerce par nature donnaient, d'accord, le statut de commerçant. Alors, ces actes de commerce par nature, on avait dit qu'il n'y avait pas de définition de l'acte de commerce par nature et que le législateur s'est contenté d'établir une liste d'opérations qu'il considère comme étant des actes de commerce par nature. Alors, cette liste, elle est prévue parmi les dispositions des articles 6 et 7 du Code de commerce. Cette liste, moi, je l'ai synthétisée en 3 types d'opérations. Souvenez-vous, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Il y avait les opérations sur marchandises, les opérations financières et les opérations effectuées par des intermédiaires. Ça, c'est un petit peu la classification des différents actes de commerce par nature et ce sont ceux-là même qui vont vous donner le statut de commerçant si vous les faites de façon habituelle et professionnelle. Très bien. Maintenant, on avait dit qu'à côté, il y avait les actes de commerce par accessoire. C'est quoi un acte de commerce par accessoire? C'est un acte civil, certes, mais il est fait par qui? Il est fait par un commerçant. Pourquoi? Pour les besoins de son activité commerciale. Ici, l'acte deviendrait, l'opération deviendrait de bout en bout une opération commerciale. C'est-à-dire moi, commerçant, j'ai acheté une voiture pour les livraisons de mes marchandises. La voiture, je l'ai achetée non pas pour la revendre, je l'ai achetée, d'accord, en tant que commerçant pour l'exercice de mon activité commerciale. Donc ici, d'accord, le vendeur, celui qui m'a vendu la voiture, c'est son métier, il est vendeur de voitures. Et moi, je suis commerçant, d'accord, ayant acheté cette voiture pour dans le cadre de l'exercice de mon activité commerciale et pour les besoins de mon entreprise commerciale. Ici, l'acte serait considéré comme un acte de commerce par accessoire et donc serait soumis aux dispositions du droit commercial. Maintenant, à côté de cela, souvenez-vous, on avait dit qu'il y avait aussi les actes de commerce par la forme. Les actes de commerce par la forme, c'est un peu la forme. Ici, c'est la loi qui a dit, moi, la loi, je fais de la lettre de change toujours un acte de commerce et je fais aussi des sociétés anonymes à responsabilité limitée, en nom collectif, en commande simple. Elles sont toujours considérées comme étant commerciales, même si l'objet de l'activité est une activité civile. Par exemple, une clinique exploitée dans le cadre, d'accord, d'une SARL. L'acte médical, l'acte chirurgical n'est pas une activité commerciale, c'est une profession libérale, d'accord. Mais n'empêche parce que la clinique, d'accord, est exploitée, d'accord, la clinique, elle, serait considérée comme un opérateur commerçant et va devoir tenir et se conformer aux dispositions que la loi a prévues pour un commerçant, notamment avoir un registre de commerce, notamment tenir des livres de compte, notamment avoir un numéro de patente, etc., etc., et notamment payer les charges et les redevances fiscales, tout simplement. Très bien. Ça, c'est un peu les différents types de commerce. Maintenant, on est en droit, j'ai dit aussi que pour que vous puissiez être commerçant, non seulement il va falloir faire des actes de commerce par nature, vous allez devoir les faire de façon habituelle et professionnelle. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une répétition, c'est-à-dire l'opération isolée, l'acte isolé que vous allez faire de temps en temps ne peut pas faire de vous un commerçant. Il vous est certainement arrivé de revendre un bien dont vous n'avez plus besoin. Il vous est certainement arrivé de recevoir un cadeau que vous allez refiler à quelqu'un d'autre, d'accord, sans que cela puisse faire de vous un commerçant pour autant. Donc ici, c'est une opération isolée et la loi dit l'acte isolé ne fait pas de la personne qui le fait de temps en temps, d'accord, ne peut pas faire de lui un commerçant. Il faut qu'il y ait quoi? Une répétition dans le temps. C'est ça l'habitude. Ça suppose un élément matériel, c'est-à-dire une répétition dans le temps, et aussi un élément psychologique, c'est-à-dire je sais que c'est mon métier, je vais le faire et le refaire de façon récurrente et constante et permanente. Très bien. Donc ici, et aussi, il faut que l'opération, l'acte que vous faites, il faut que cela donne lieu à votre profession. Nous savons tous c'est quoi une profession, c'est que tout un chacun parmi nous, nous vivons tous de notre profession. C'est notre profession qui nous permet d'avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Très bien. Donc ici, l'acte isolé ne peut pas faire de vous un commerçant. Par exemple, eh oui, je n'y peux rien. Je vous assure,
Là, je viens de changer carrément. J'ai été juste demander la fibre. D'accord, parce que je sais que c'est pénible pour vous quand je revois les enregistrements. J'ai été à la fac, ça n'a rien donné. D'accord, ici, d'accord, j'ai installé la fibre juste. J'espère que ça va marcher. D'accord, il faut encore patienter, il paraît 48 heures avant qu'elle n'ait de l'effet. Je viens de l'installer tout récemment, donc je ferai du mieux que je peux. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, madame. Alors, donc ici, je suis désolée, je vous assure, j'ai été à la fac, ça n'a rien donné. La dernière fois, j'ai dû utiliser, d'accord, j'ai dû utiliser ma 4G. Là, j'ai changé carrément de type de contrat. Je suis passée à la fibre, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être meilleur. Alors, donc ici, donc il faut qu'il y ait une répétition dans le temps. Par exemple, je suis agriculteur. Vous entendez, s'il vous plaît? L'agriculteur, nous savons tous que l'agriculteur n'est pas un commerçant. D'accord, le monsieur X, madame Y, agriculteur, n'ont pas le statut de commerçant, parce que, souvenez-vous, je l'ai dit, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il produit et que pour que vous puissiez avoir le statut de commerçant, vous devriez avoir acheté pour revendre. Vous achetez pour revendre en l'état ou vous achetez, vous transformez et vous remettez sur le marché, vous revendez. Très bien. Donc ici, l'agriculteur, la loi ne lui confère pas le statut de commerçant parce qu'il ne revend pas, il ne revend pas. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, ça coupe, moi aussi je suis peinée. Donc, s'il vous plaît, l'acte isolé ne peut pas faire de vous un commerçant. Je suis agriculteur. Je suis agriculteur et j'ai vendu ce qu'on appelle une récolte surplus. C'est-à-dire, je me suis arrangé avec un industriel de lui vendre toute la récolte. Je ne sais pas, la saison des récoltes d'oranges. C'est-à-dire, j'ai vendu de façon préalable, c'est-à-dire avant la cueillette des oranges, j'ai vendu ma récolte à venir. Très bien, c'est faisable. D'accord, ça me permet de fonctionner, d'accord, et d'avoir une recette qui va me permettre peut-être de planter le champ voisin, etc., etc. Donc, je me suis arrangé, d'accord, à lui vendre, je ne sais pas, 40 tonnes d'oranges, mettons. Malheureusement, cette année, je n'ai pu produire que 30 tonnes. Je n'ai pu produire que 30 tonnes, donc il me manquait 10 tonnes. C'est dommage un peu de lui dire, je n'ai, d'accord, donc ici il y a eu un cas de force majeure, donc ça peut m'exonérer, je ne serai pas responsable. Mais pour préserver un client et un partenariat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les 10 tonnes qui manquaient auprès d'un autre agriculteur et je les ai revendues à mon industriel. Est-ce que cette opération va faire de moi un commerçant? C'est une question, j'attends une réponse. D'accord? C'est-à-dire, il me manquait 10 tonnes pour me conformer à une commande, pour ne pas perdre ce client, pour préserver le partenariat, pour que l'année prochaine, il revienne vers moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les 10 tonnes qui manquaient, d'accord, ou le 50 kilos, peu importe, c'est-à-dire la quantité de marchandises qui manquaient, je l'ai acheté auprès d'un autre agriculteur et je l'ai revendu, d'accord, je l'ai revendu ici. Est-ce que cette opération va faire de moi un commerçant? Est-ce que cette opération va faire de moi un commerçant? Je vous écoute. C'est une question, s'il vous plaît. Non, très bien, non, non, pas du tout, ça ne peut pas faire de moi un commerçant, merci beaucoup, parce que c'est une opération isolée, c'est un acte isolé, et l'acte isolé ne peut pas faire de vous un commerçant, très bien. Alors, autre chose, c'est que les actes de commerce doivent être faits en votre nom et pour votre compte. D'accord? Alors, c'est quoi ça? C'est-à-dire pour que vous puissiez être considéré comme un commerçant, vous devriez agir en votre nom personnel et pour votre propre compte. Autrement dit, et considéré comme commerçant la personne qui spécule. Alors, c'est quoi spéculer? Spéculer, c'est prendre un risque. D'accord? Prendre un risque avec dans la perspective d'un gain ou d'une perte. C'est ça un petit peu le revers de la médaille. D'accord? Soit il y a un gain, c'est tant mieux. Soit il y a des pertes, c'est ça le marché, c'est ça la conjoncture, c'est ça l'activité comme ça. Il y a des gains, mais des fois il y a des pertes. Et pour que vous puissiez être vous-même commerçant, vous devriez vous-même bénéficier des gains et vous-même assumer les pertes. C'est ça le commerçant. Le commerçant, c'est la personne qui spécule, c'est la personne qui prend les risques et c'est elle qui va récolter les bénéfices et c'est elle qui va devoir assumer et payer un peu les pertes et les dettes et assumer les pertes. Très bien. C'est ça le commerçant. Donc ici,
entre le commerçant, d'accord, qui lui, d'accord, prend les décisions, etc., et le vendeur dans un magasin. Le vendeur dans un magasin, est-ce que le vendeur, est-ce qu'il a le statut de commerçant? Non, le vendeur n'est pas un commerçant, le vendeur, il est juste salarié. Il est juste salarié, c'est-à-dire, il reçoit des instructions qu'il applique, d'accord, il fait son travail, et en contrepartie de ce travail, il va percevoir une rémunération. On dit que le vendeur, en tant que salarié, le vendeur en tant que salarié est placé dans une subordination, juridique et économique, c'est-à-dire il a un supérieur hiérarchique, c'est-à-dire il a quelqu'un qui lui donne un cadre de travail, il a quelqu'un qui lui donne des instructions, il a quelqu'un qui lui donne des consignes qu'il doit exécuter, et il exécute son travail sous le contrôle de son supérieur. C'est ça, il est vendeur dans le magasin. Or, le vendeur, bien que des fois c'est les vendeurs qu'on voit la plupart des temps, c'est eux qui installent les choses, c'est eux qui se déplacent à la première heure, d'accord, mais n'empêche que ce ne sont pas eux les commerçants. Les commerçants, c'est la personne qui va récolter les bénéfices et qui va devoir assumer les pertes. Lui, il a un salaire rémunéré pour le travail qu'il effectue pour le compte de son employeur. Très bien. Alors ça, c'est pour le salarié, un vendeur dans un magasin ou dans un supermarché ou peu importe. Très bien. Alors, à côté de cela, il y a le gérant, par exemple. Je suis gérant d'une société à responsabilité limitée. C'est une question. Écoutez, s'il vous plaît. Je suis gérant dans une société à responsabilité limitée. Je suis resté gérant pendant 10 ans, c'est-à-dire gérant en train de faire des actes de commerce. Est-ce que au terme de ces 10 années, je peux prétendre avoir obtenu le statut de commerçant? Je suis Madame X, d'accord, mon métier, c'est d'être quoi? Gérant d'une société à responsabilité limitée Alpha, d'accord, je suis resté gérant pendant 10 ans. C'est une question, j'attends des réponses, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prétendre avoir Très bien, d'accord, Maïma, très bien, monsieur, très bien. Non, je ne peux pas, parce que les opérations que je fais, je ne les fais pas en mon nom personnel. Je les fais au nom et pour le compte de la société Alpha, dont je suis le représentant ou le mandataire. Toutes les opérations, c'est pas moi qui vais les récolter, les bénéfices, et toutes les pertes, c'est pas moi qui vais devoir les assumer. Très bien. Donc ici, d'accord, le gérant d'une société à responsabilité limitée, même s'il est resté pendant toute sa vie en étant gérant, ne peut pas prétendre avoir acquis le statut de commerçant parce que toutes les opérations qu'il fait, il ne les fait pas en son nom personnel. Il les fait au nom et pour le compte de la société dont il est le représentant, dont il est le mandataire. La même chose pour qui? La même chose pour les administrateurs, la même chose pour les membres du directoire ou le conseil de surveillance de sociétés anonymes. Certes, ils sont les représentants légaux de la société, mais toutes les opérations qu'ils font, ces administrateurs, ils ne les font pas en leur nom personnel, mais ils les font au nom et pour le compte de la société anonyme dont ils sont, même s'ils sont les PDG, les présidents directeurs généraux ou les directeurs généraux, ils ne peuvent pas avoir acquis le statut de commerçant dans la mesure où ils ne font que représenter des sociétés, personnes morales, tout simplement. Très bien. Donc, je sais que moi, personne physique, vous, personne physique, pour qu'on puisse avoir le statut de commerçant et donc soumis aux dispositions que la loi a prévues pour tout un commerçant, bénéficier des droits, mais aussi devoir assumer les obligations, je dois faire des actes de commerce par nature, d'accord, et de les faire de façon habituelle et professionnelle, c'est-à-dire c'est moi qui assume les risques, c'est moi qui vais profiter des avantages, d'accord, et en mon nom et pour mon propre compte, d'accord, et de façon habituelle et professionnelle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une répétition et une durée dans le temps. Donc ce sont 3 conditions qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'il prend des risques de façon délibérée, d'accord, c'est ça le commerçant qui profite, et très bien. Donc, ni les gens ne sont considérés comme ni les administrateurs de société, ni ce qu'on appelle les VRP. C'est quoi un VRP? VRP, c'est ce qu'on appelle les voyageurs représentants
placiers. C'est ce qu'on appelle, c'est les agents commerciaux, c'est-à-dire ceux dont le métier est d'aller au-devant des clients, c'est-à-dire faire de la prospection de la clientèle en dehors des structures de l'entreprise. C'est genre un peu délégué médical. Le délégué médical, c'est quoi son métier? Il fait le tour de tous les médecins pour placer, d'accord, placer les produits des laboratoires pharmaceutiques dont il est le représentant, d'accord, ce qu'on appelle voyageurs représentants placiers, d'accord, c'est eux qui placent un peu, d'accord, les produits ou les services établis par les représentants, les VRP. Les VRP, c'est des salariés à statut particulier, dans la mesure où leur travail, leur mission, ils ne le font pas dans les structures de l'entreprise, mais ils le font à l'extérieur, comme leur nom l'indique, voyageurs représentants placiers. Ils placent, d'accord, les produits ou les services des entreprises qui les font travailler très bien. Alors, donc ça, c'est un peu les actes de commerce par nature ou pour que vous puissiez avoir les statuts de commerçant, d'accord? Ça, c'est un peu aussi ce qu'on a fait la dernière fois, les actes de commerce par accessoire. Ce sont des actes civils, mais parce qu'ils sont faits par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale, la loi leur fait donner le qualificatif d'acte de commerce par acte de commerce, d'accord? Voilà, très bien. Voilà, très bien. Ça, c'est l'acte de commerce par accessoire. Il y a toujours le principal, d'accord, l'accessoire qui suit le sort du principal. Ça joue, ce caractère de l'accessoire joue en matière civile aussi, par exemple. Une école, elle est considérée comme un opérateur, d'accord, civil, d'accord, elle a une activité civile. Maintenant, si elle commence à vendre des livres, le fait pour elle de vendre des livres ne va pas faire pour elle pour autant de commerçant, parce que l'activité civile principale et la vente n'est qu'un accessoire de son activité principale, tout simplement. Alors, maintenant, on s'est dit, très bien, on s'est dit, oui, il y a les actes de commerce, il y a les actes civils, mais pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'acte civil et l'acte de commerce? D'accord? Qu'est-ce qui fait? D'accord? Alors, déjà, l'activité commerciale, et comme vous vous en doutiez, l'activité commerciale, c'est une activité qui est basée sur la rapidité des transactions, c'est-à-dire, on dit d'ailleurs, le marché appartient à celui qui met le produit ou son service le premier sur le marché, c'est-à-dire les marchands, les commerçants sont en constante compétition, c'est-à-dire ils doivent aller vite pour arriver avant l'autre, pour que c'est question de compétition. Plus j'arrive, d'accord, le premier sur un marché, plus je suis assuré d'avoir le trop plein de clientèle possible. Très bien. Alors, ici, quand il y a cette rapidité qui est le moteur de l'activité commerciale, il n'y a pas le temps de se mettre à une table de travail à chaque fois, d'établir des contrats, d'aller faire des signatures, légaliser des choses, d'accord? Ils n'ont pas le temps, d'accord? Ici, c'est pour cela que la loi, le législateur, il a dit quoi? Il a dit en matière commerciale, d'une façon générale, le droit des affaires, d'accord? En matière commerciale, la preuve, elle est libre, c'est-à-dire les commerçants entre eux peuvent utiliser tous les moyens de preuve. Les commerçants entre eux peuvent utiliser tous les moyens entre eux, contrairement à ce qui se fait en matière civile. En matière civile, dans lesquelles les opérations sont plutôt lentes, d'accord, sont plutôt rares, la loi exige une preuve, d'abord une preuve par écrit, chaque fois que l'opération est supérieure à 10 000 dirhams. En France, 1 500 €, très bien, seraient obligés, d'accord, enfin, on exigera de vous de donner un écrit comme moyen de preuve. Très bien. En matière commerciale, rien de cela n'existe, d'accord. Tous les moyens sont bons pour pouvoir donner une preuve devant le juge. Ça peut être un indice, ça peut être un témoignage, ça peut être un bon de commande, ça peut être une facture, ça peut être un commencement d'écrit. Tous les moyens sont possibles et acceptés par le juge, quel que soit le montant de l'affaire. Alors, Madame, concernant la liberté des épreuves, c'est une loi qui est française, oui, qui est gérée par la France. Donc, c'est une loi qui est française au niveau de la liberté des épreuves, donc quel que soit au niveau des actes juridiques et des faits juridiques. Donc, c'est une loi qui est établie par les Français, non pas loi marocaine. Donc, selon l'article 1358, qui affirme la non, liberté. c'est une loi marocaine. Non, je parle pas de l'article 1300, hein. Je parle de l'article marocain. Il y a pas de, je ne sais pas, est-ce que vous avez un autre support de cours? C'est pas moi. Moi, je parle pas des articles français. Nul bord. Ah non, ça doit pas être mon cours.
Vous avez un support de cours sous les yeux? Non, c'est seulement au niveau des droits qu'on a étudié déjà. Donc, on a étudié que au niveau de la liberté des épreuves. Donc, il s'était établi Des par. épreuves, de la preuve. C'est pas concernant le PDF. Non, mais non, c'est le droit marocain. Je parle du droit marocain. Quand il faut citer un article, je cite le droit marocain. Non, non, et je compare accessoirement avec le droit français. Mais je ne donne pas les articles de droit français, pas du tout. Là, la liberté de la preuve, d'accord, c'est un article marocain. Le taux d'ailleurs, je l'ai mentionné en dirhams. C'est 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, vous êtes d'accord que 10 000 dirhams, c'est de l'argent marocain, d'accord? 10 000 dirhams. Alors, par comparaison et entre guillemets, entre parenthèses, il y a le même montant, enfin, l'équivalent français, eux, ils vont exiger un écrit chaque fois que l'opération est supérieure à 1 500 €. D'accord? Mais ici, je parle du droit marocain. Je parle de l'article 6, de l'article 7, de l'article 164, 982. Je ne cite jamais la législation française. Si je devais le faire, je le fais à titre de comparaison. Vous avez compris? D'accord, merci madame. Non, mais dites-moi, où est-ce que vous avez appris les codes de la loi française? Dans quel cours à peu près? Dans le cours des droits, de l'introduction des droits qu'on a étudié en Estro. C'est-à-dire, on parlait des articles français. Non, des fois, on parle au niveau de législateur français et au niveau législateur. Voilà, c'est juste pour comparaison, à titre de comparaison. On a parlé également des épreuves dans le côté du droit civil. Des actes juridiques et des faits juridiques, c'est ça? Oui, des actes juridiques et des faits juridiques dans le droit civil. Civil, oui, c'est juste pour comparer. Très, très bien. C'est très bien. Non, mais citer juste l'article français, non, ça se fait pas. D'accord, merci madame. Merci beaucoup. Non, ici, vous voyez bien, c'est du dirham. Madame. D'accord, 10 000 dirhams. Oui, oui, mademoiselle. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît, la preuve en matière civile? Oui, en matière civile. Alors, en matière civile, vous savez, est-ce que vous achetez une voiture tous les jours? Est-ce que vous achetez des vêtements 4-5 fois par jour? Est-ce que vous achetez une maison tous les ans? Non, en matière civile, les opérations sont plutôt rares. C'est juste pour comparer, éclaircir le support de base et essentiellement sur le droit marocain, absolument. Le support, d'accord, logiquement, il doit être, d'accord, sur le droit marocain. Et on compare avec le droit français accessoirement. Le droit français, on peut étendre la comparaison pour aller vers le droit anglo-saxon si on a un peu plus de temps, d'accord? Mais la logique veut qu'on parle du droit marocain après pour comparer avec le droit français. Très très bien. Alors mademoiselle, alors je continue à expliquer la preuve en matière civile. Donc en matière civile, la loi dit les opérations sont plutôt rares. D'accord? Des fois, ça peut porter sur des opérations de grosse envergure, qui coûtent beaucoup d'argent. C'est pour cela, moi, la loi, je dis, mais attention, messieurs les partenaires, chaque fois que vous êtes en train, les partenaires civils, quand vous êtes en train de passer une convention, d'accord, qui va dépasser 10 000 dirhams, la preuve irréfutable, c'est-à-dire la preuve la plus solide, ça va être un écrit, c'est-à-dire vous allez donner une facture, vous allez donner un contrat, vous allez donner une lettre, une reconnaissance de dette, c'est-à-dire un élément, un document établi par écrit et qui dit établi par écrit, qui comporte une date et une signature. Et plus là, l'enjeu financier est important, plus je ne vais pas vous dire juste une petite signature, je vais exiger de vous une signature légalisée. Ça donnerait plus de crédibilité, plus de force, d'accord, au document. D'accord, ça, c'est en matière civile. Sinon, s'il n'y a pas d'écrit, il y a d'autres moyens de preuve. Il y a les indices, il y a le témoignage, il y a l'aveu, d'accord, il y a les présomptions, d'accord, ils sont classés en fonction de leur importance, d'accord. D'accord, rien de cela n'existe en droit, pour le code de commerce. D'accord, en matière commerciale, la loi dit la preuve elle est libre, c'est-à-dire vous pouvez, vous commerçants entre vous, vous pouvez vous opposer n'importe quelle preuve entre vous, d'accord? Vous pouvez vous opposer n'importe quelle preuve et je ne veux pas vous d'accord? Il n'y a même pas ce qu'on appelle un parallélisme entre les modes de preuve, c'est-à-dire en matière civile, si moi j'étais en mesure de vous fournir devant le juge une preuve par écrit,
pour invalider et casser la preuve par écrit que j'ai donnée moi, d'accord, au juge, vous, l'adversaire, vous devriez aussi donner une preuve par écrit, ce qu'on appelle le parallélisme des formes, c'est-à-dire une preuve par écrit doit être combattue par une autre preuve par écrit. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance de dette, c'est-à-dire moi, je l'ai reconnaissance de dette, d'accord? Et vous devriez, d'accord, vous avez la reconnaissance, et moi, je veux dire, d'accord, un quitus, c'est-à-dire libre de toute obligation. C'est-à-dire, ça suppose que je vous ai payé et que vous m'aviez signé une décharge. Vous comprenez? Ça, c'est la preuve en matière civile. Je ne veux pas vous alourdir, ça sert à rien, ce genre de développement. Alors, donc, ça, c'est le parallélisme un petit peu des modes de preuve. Rien de cela n'existe en matière commerciale. C'est-à-dire, en matière commerciale, la preuve, elle est libre et il n'y a pas de parallélisme. C'est-à-dire, une preuve établie par un bordereau d'envoi. Un bordereau d'envoi, c'est quoi? C'est un écrit. Un bordereau d'envoi, d'accord? La preuve donnée à travers un bordereau d'envoi peut être combattue par un simple témoignage. Alors, rien de cela n'est possible en matière civile. Par exemple, sur le bordereau d'envoi, il y a, je ne sais pas, livraison de 50 caisses. Au moment où ils étaient en train de réceptionner les marchandises, d'accord, les salariés n'en ont compté que, j'ai parlé 50, n'en ont compté que 45. Donc, il manquait 5 caisses, d'accord, 5 cartons, 5 caisses, 5 objets, peu importe, d'accord, 5 choses, 5 éléments manqués, d'accord. Et le juge a fini par invalider l'écrit, à savoir le bon de commun, par les témoignages, c'est-à-dire les salariés qui étaient là en train de réceptionner les marchandises, ils n'avaient compté que 45 caisses au lieu de 50 caisses, vous comprenez? D'accord, ça c'est le droit civil, le droit commercial, et c'est pas du tout la même chose en droit civil. Très bien. Alors, vous suivez s'il vous plaît? Oui, madame. Alors, à côté de la preuve, il y a les tribunaux. Il y a les tribunaux, d'accord, vous savez, depuis 1995, le législateur marocain a établi ce qu'on appelle des tribunaux de commerce. Des tribunaux de commerce, c'est-à-dire des juridictions dont la mission est de gérer, de régler uniquement et exclusivement, les litiges, les conflits, les difficultés, comme vous voulez, qui opposeraient des commerçants ou sociétés, des personnes aux commerçants d'une façon générale, commerçants dans le cadre, pour les problèmes qu'ils ont dans le cadre de l'exercice de leur activité commerciale. C'est-à-dire les commerçants qui seraient en conflit, d'accord, quand ils sont en litige entre eux, à l'occasion de l'exercice de leur activité commerciale, d'accord, devraient aller vers un tribunal de commerce, d'accord. Ça, c'est ce qui a été créé depuis 1995. Ce n'est pas le cas en France. En France, ils ont un peu des juridictions des tribunaux de commerce depuis très très longtemps. Et la particularité des tribunaux de commerce en France, c'est que les magistrats, c'est-à-dire les juges, ce ne sont pas des gens qui ont fait des études de droit, qui ont fait l'école de la magistrature, non. Ce sont des commerçants choisis par les autres commerçants, c'est-à-dire comme pour les élections. Il y a des commerçants qui se présentent pour siéger comme juges dans un tribunal de commerce, d'accord? Donc, ce sont des hommes et des femmes d'affaires qui siègent en qualité de juges dans les tribunaux de commerce français. Rien de cela n'existe en droit marocain. Les juges de commerce, les tribunaux de commerce sont un peu tenus par des magistrats de carrière, par des magistrats de carrière. Alors, maintenant, vous savez, quand il y a des litiges, et c'est une question, quand il y a un litige, un conflit, un problème entre des commerçants ou peu importe, logiquement, il y a le recours au juge. Mais à votre avis, c'est une question, est-ce qu'il n'y a que les juges qui soient en mesure de régler les litiges qui pourraient opposer des personnes? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, est-ce qu'il y a d'autres procédés pouvant être utilisés pour régler les conflits entre des gens dans une situation de litige? Est-ce qu'il y a que les juges qui puissent régler les litiges entre les partenaires? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler les litiges? Oui, non, je vous écoute, je suis là, c'est une question. Je cherche la réponse, s'il vous plaît. À votre avis, quand il y a un litige, est-ce qu'il n'y a que le juge qui puisse le régler ou est-ce qu'il y a d'autres moyens qui pourraient régler les litiges? La réponse? Je ne sais pas.
Dites, je ne sais pas. Non, mais on peut trouver Monsieur, d'autres moyens. très bien, je vous écoute, monsieur. Très bien, c'est bien vu. On peut trouver quoi, par Euh, exemple? En fait, comment dire? Je je sais pas comment dire, mais on peut trouver d'autres moyens, par exemple. Un arrangement, par exemple, à l'arbitrage. Oui, c'est ça. Ça peut être une transaction, ça peut être Oui, une... Oui, très très bien, monsieur. Donc il y a, c'est ça, voilà, le tribunal. Oui, c'est le tribunal de première instance. Non, attention, le tribunal de première instance, c'est pour les civils. Mais quand ce sont deux commerçants qui sont en litige, ce n'est plus le tribunal de première instance, c'est un tribunal de commerce. Monsieur, vous avez rectifié, attention. Il y a des juridictions spécialisées, c'est-à-dire moi, deux commerçants sont en litige, d'accord? On va aller, très bien, on va aller vers un tribunal de commerce, d'accord? Maintenant, deux voisins comme ça sont en litige, ils vont aller vers un tribunal de première instance, vous comprenez? D'accord? Alors, donc ici, on est dans le droit commercial. Maintenant, quand il y a des litiges entre des commerçants, d'accord, le législateur, si vous voulez, a initié ce qu'on appelle des méthodes alternatives de règlement des conflits, d'accord, méthode alternative de règlement de conflits qu'on appelle couramment MARC, M-A-R-C, méthode alternative de règlement de conflits, MARC, d'accord. Les MARC, ce sont essentiellement l'arbitrage, ce sont aussi la transaction, c'est la conciliation, c'est la médiation et aussi la transaction. Il y en a plein, d'accord? Alors, ce sont un petit peu des méthodes, d'accord, qu'on va utiliser pour régler des conflits en lieu et place des juges. Pourquoi, à votre avis, on a créé ces marques, ces méthodes alternatives de règlement de conflits? À votre avis, et je pose une question. Allez devant un juge. Quand vous allez devant un juge, est-ce que vous allez avoir une solution rapide à votre problème? Autrement dit, est-ce qu'une décision des juges va arriver rapidement ou est-ce qu'elle va risquer de tarder? Non, très bien, Salma. Très bien, non, généralement. Qu'est-ce qu'on reproche au juge? D'accord? Prendra du temps, très bien, le processus prendra du temps, beaucoup de temps. En matière commerciale, déjà, l'argent, la valeur d'un bien, elle va rester la même? Non, d'accord, l'argent perd de sa valeur, d'accord. Donc, et un commerçant, est-ce qu'il a le temps d'attendre, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les juges veuillent bien rendre leur sentence? Non, il n'a pas le temps, d'accord, il n'a pas le temps. Il y a la rapidité, il y a toujours ce souci de rapidité, d'accord, d'accord. Donc, un commerçant a tout intérêt à trouver une solution rapide à son litige. Il n'a pas le temps de rester à attendre que les juges prennent les décisions adéquates, qu'il y a les moyens de procédure pour retarder. Les avocats, c'est leur métier de trouver la petite parade, la petite faille, etc., pour reporter un petit peu les audiences et retarder la décision des juges. Très bien. Madame, vous avez dit que, Oui. vous avez dit que dans le code du commerce, il évolue, donc ça change au niveau des lois. Donc, selon l'évolution qu'on se retrouve. Donc, c'est normal, on va plus de juger d'une manière rapide, puisque il s'évolue et ça change. Non, non, on a créé des tribunaux de commerce, mais avec ça, c'est pas aussi rapide que cela, hein. Parce que c'est pas de la mauvaise volonté des juges. D'accord? C'est un peu, ça prend du temps. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'affaires. Et le métier que j'ai dit, c'est-à-dire les avocats peuvent trouver des petites failles à chaque fois qu'ils peuvent reporter les procédures. Personne ne peut leur dire pourquoi. D'accord? J'ai besoin de m'informer davantage, je demande le report de l'audience. Eh ben, c'est reparti. Vous comprenez? C'est pas la loi qui est tordue des fois. C'est un peu ce qu'on en fait qui est tordu. Vous comprenez? Alors, tout ça, la loi a évolué certainement. C'est parce qu'elle a évolué qu'on a eu des tribunaux de commerce. On a créé des tribunaux de commerce justement pour que la justice soit un peu plus rapide. Elle est certes un peu plus rapide, mais elle n'est pas aussi performante que cela. D'accord? Elle n'est pas aussi rapide que cela.
Parce qu'il y a toujours un peu, d'accord, on va trouver un peu les moyens de retarder. Hein. C'est-à-dire les avocats peuvent retarder autant qu'ils veulent les audiences. Hein, j'attends un document, j'attends, etc. Mon client n'est pas là, etc. L'autre ne se présente pas et on reporte. D'accord, donc il y a beaucoup de choses. Alors, mais déjà, on a créé des tribunaux de commerce, c'est déjà un grand pas en avant. D'accord, c'est quelque chose de fantastique, qui est des juridictions exclusivement consacrées pour les affaires commerciales. Eh bien, alors. Et n'empêche que ça tergiverse, d'accord? Ça n'empêche, c'est pas tout à fait rapide, c'est pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. C'est pour cela qu'on a créé, c'est que ça n'a pas été créé au Maroc, vous venez avec moi, c'est arrivé de très loin, on va en parler, mais ils ont été adoptés par le législateur marocain. Alors, donc ici, devant les tribunaux, d'accord, les audiences, d'accord, peuvent prendre du temps, la solution des litiges risque de tarder. Donc, or, l'activité commerciale, ça suppose rapidité. Vous savez, moi, commerçant, j'ai besoin d'avoir une solution rapide à mon litige. Je n'ai pas le temps d'attendre 5 ans, 10 ans, des fois en matière civile, ça peut prendre 5, 8 ans facilement. Alors, donc ici, donc il y a déjà cette lenteur qu'on reproche aux tribunaux. Maintenant, un petit peu les méthodes alternatives sont, j'ai dit, l'arbitrage, la médiation, la transaction, la conciliation, d'accord, ce sont un peu les méthodes alternatives, d'accord, on va se concentrer un peu sur l'arbitrage parce que c'est lui qui est le plus utilisé en matière commerciale. Alors donc, la première faiblesse des recours à un juge, c'est la lenteur. Très bien. Maintenant, devant les juges, je vous pose une question, devant les juges, quand l'affaire est passée devant un tribunal, les audiences, est-ce qu'elles sont publiques, c'est-à-dire tout un chacun peut y assister, ou est-ce qu'elles se font à huis clos, ne peuvent y assister que les personnes concernées, dans les affaires ordinaires, sans qu'on ait besoin sans qu'on soit en train de juger un mineur ou peu importe, c'est-à-dire en matière civile? Non, monsieur, non. Public, les audiences sont publiques, sauf quand il s'agit de juger un mineur. C'est là où ce qu'on appelle le huis clos. Le huis clos, c'est-à-dire il n'y a que les personnes intéressées et leur juge, justement pour préserver la réputation. Mais toutes les affaires devant les tribunaux sont des audiences publiques, c'est-à-dire toute personne peut y assister. Très bien. Donc, il y a les audiences devant les juges sont des audiences publiques, très bien. Et qui dit public dit présence de qui parmi l'assistance, il se peut qu'il y ait quoi? Les médias. Les médias, d'accord? Et quand il y a les médias, c'est-à-dire les journalistes vont relayer l'information. Et voilà que l'entreprise X, Y, elle a des difficultés, elle est en train d'essater, elle vend de mauvais produits, elle n'est pas assez performante que cela. C'est-à-dire, il est en train de médiatiser, d'accord, une affaire pour une entreprise. Est-ce que ceci va lui être profitable? C'est-à-dire savoir que ces affaires, ces difficultés sont en train d'être exposées au grand jour, au vu, au su de tout le monde. Est-ce que c'est bien pour une entreprise? Non, parce qu'ils vont perdre. Non, pas du tout. Non, bravo. Voilà, elle aura une mauvaise réputation, très bien. Donc ici, d'accord, donc ici, pour préserver leur image de marque, pour préserver leur aura, leur réputation, les entreprises, d'accord, commerciales davantage, préfèrent et de loin aller vers l'arbitrage en lieu et place du juge, parce qu'il y a ce qu'on appelle un souci de confidentialité. Ils ne veulent pas que leurs difficultés soient médiatisées. Vous savez, une information relayée par le média, d'accord, peut-être c'est une petite affaire, d'accord, qui, d'accord, avec le temps, va grossir, d'accord. Alors, une petite affaire qui, avec le temps, va grossir, va faire ce qu'on appelle, elle va faire un effet boule de neige, d'accord. Alors, d'accord, on va faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire une petite information en tombant va grossir, d'accord, jusqu'à un peu affecter ou anéantir même une réputation. La réputation, c'est à travers la réputation ou ma réputation, moi, entrepreneur, que je vais avoir ou ne pas avoir des clients. Plus ma réputation est solide, plus je vais pouvoir avoir des clients et les préserver et les garder, ainsi de suite. Très bien. Alors, vous suivez, s'il vous plaît?
Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, je disais, s'il vous plaît, l'arbitrage, il est plus intéressant. Il est plus intéressant dans la mesure où il est plus rapide. D'accord? Ça permet de remédier aux lenteurs qu'on reconnaît généralement aux tribunaux. Tout le monde, si vous posez une question, devant un juge, ça va prendre 10 ans. D'accord? Tout le monde se plaint des lenteurs judiciaires. D'accord? Devant les tribunaux, en principe, les affaires traînent et traînaillent. Très bien. Donc, il y a un souci de rapidité ici. Le deuxième souci, devant les tribunaux, les audiences sont publiques. Les audiences des curieux, des partis, etc., mais surtout la présence des médias, d'accord, c'est-à-dire vos faiblesses vont être médiatisées, c'est-à-dire portées au grand jour, d'accord, et peut-être c'est une petite affaire, en tombant, l'information en tombant va avoir l'effet boule de neige, d'accord, cet effet boule de neige, en atterrissant, la boule aura grossi, elle va entacher et empiéter sur votre image de marque, votre réputation que vous avez mis longtemps à asseoir. Vous savez, un commerçant, d'accord, il est vraiment jaloux à sa réputation parce que il y a un souci de confidentialité. Très bien. Devant le juge, quand vous allez devant un juge, d'accord, les affaires, des fois, c'est des affaires très pointues, qui relèvent un petit peu du domaine boursier, des domaines du droit maritime, du domaine de droit des assurances, des domaines de la haute finance, d'accord, des domaines des contrats électroniques, etc., c'est-à-dire des domaines très pointus et très subtils, des litiges sur les brevets d'invention, donc, d'accord, un juge, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui a fait, comme vous, la fac de droit dans l'autre filière, d'accord, et qui a fait aussi pendant 2 années ou 18 mois l'école de la magistrature et qui évolue en tant que magistrat au sein des tribunaux. À votre avis, qui connaît mieux le monde des affaires? Qui connaît mieux le monde des affaires, un juge ou un homme d'affaires? Qui maîtrise mieux le monde des affaires, le juge ou l'homme d'affaires? Un homme d'affaires. Le commerçant, un homme d'affaires, très bien. Un homme d'affaires, très bien. Donc, parce que c'est des techniques, c'est des subtilités. Il a beau avoir été excellent, d'accord, ça reste un théoricien. Et l'homme d'affaires, c'est quelqu'un du terrain. Donc, ici, on dit devant le juge, c'est très bien. Il y a les garanties de l'État, il y a les recours, il y a. Mais on n'a pas cette technicité qu'on peut chercher auprès d'un arbitre. C'est-à-dire, selon le type d'affaires qui nous oppose, on peut choisir le profil X, Y, Z et le charger de régler le litige en tant qu'arbitre. D'accord? Donc ici, d'accord, trois éléments, d'accord, vont faire pencher la balance du côté de l'arbitrage. Il y a d'abord ce qu'on appelle la rapidité. Devant les arbitres, vous pouvez solution du litige dans l'année, au bout de 6 mois, au bout de 18 mois, en fonction de l'aspect compliqué ou moins compliqué de l'affaire, d'accord, ça, donc, ils sont astreints à un délai, d'accord, bien sûr, si c'est pas assez, ils peuvent demander une rallonge, d'accord, donc, mais déjà, vous pouvez vous projeter sur 6 mois ou sur une année, c'est pas comme si vous vous projetez rien, il y a un inconnu, d'accord, donc, il y a déjà une deadline, d'accord, alors, d'un côté, d'accord? Donc, il y a la rapidité, c'est-à-dire on fixe un délai aux arbitres, on leur dit, on attend la solution au bout de 6 mois, au bout d'une année, au bout de 18 mois, d'accord? Donc, il y a un délai à respecter, bien sûr. Il y a aussi la confidentialité, c'est-à-dire je sais pertinemment que devant les arbitres, d'accord, mes difficultés ne peuvent pas être médiatisées, sachant que les arbitres sont astreints, sont soumis à ce qu'on appelle le secret professionnel. S'ils faisaient fuiter une information, d'accord, ils engageraient leur responsabilité, d'accord. Ça, c'est un peu le profil de l'arbitre, d'accord. Donc l'arbitrage, d'accord, il y a une garantie de confidentialité, c'est-à-dire vos faiblesses, vos difficultés ne risquent pas d'être
aussi la technicité, c'est-à-dire, d'accord, selon le type d'affaires, on va choisir le profil déterminé. On va choisir le profil déterminé, c'est X, Y, d'accord, selon la nature du litige qu'il s'agirait de régler très bien. Donc, les avantages qu'on va mettre, qu'on va accorder, si vous voulez, à l'arbitrage sont au nombre de 3, rapidité, confidentialité et technicité, très bien. Maintenant, quand vous allez vers l'arbitrage, à votre avis, aller vers l'arbitrage ou aller vers le juge, qui serait le plus coûteux, qui coûterait le plus cher, le recours à l'arbitrage ou le recours à un juge? J'attends la réponse, s'il vous plaît. Qui serait le plus onéreux, le plus cher, l'arbitrage ou aller vers un tribunal? Aller vers un tribunal. Qui coûterait plus cher, l'arbitrage ou le recours à un juge? L'arbitrage. L'arbitrage, très bien. L'arbitrage coûterait beaucoup plus cher, tout simplement, parce que devant le juge, on ne paye pas le juge, vous comprenez? Le juge, c'est un fonctionnaire de l'État, d'accord? Ce sont des établissements publics, d'accord? Bien sûr, vous payez les taxes, etc., etc., mais vous ne payez pas le juge, d'accord? Alors que l'arbitre, vous allez devoir payer l'arbitre. Vous allez me dire, il y a des avocats, même des fois, même devant les arbitres, vous allez avoir besoin d'avocats. Même devant les arbitres, vous pouvez avoir besoin d'avocats, d'accord? Donc ici, l'arbitrage, d'accord? Si on devait lui faire un petit reproche, c'est que généralement, l'arbitrage, il coûte beaucoup plus cher que ne coûte un peu le recours à un tribunal. Il coûte beaucoup plus cher parce que les arbitres, vous les payez, d'accord? Assez cher. Ah, c'est vraiment très cher, d'accord. Alors cet arbitrage, il est né déjà aux États-Unis, hein. D'ailleurs, il y a des grands cabinets, c'est-à-dire pas le petit appartement, c'est-à-dire tout le bâtiment, d'accord, d'accord, c'est-à-dire de bout en bout, c'est-à-dire tout l'immeuble, je ne sais pas de combien d'étages, c'est-à-dire ce sont des avocats généralement de plus en plus spécialisés dans l'arbitrage. L'arbitrage en droit anglo-saxon, notamment aux États-Unis, joue beaucoup à fond, d'accord, c'est très sollicité parce il présente beaucoup d'avantages. Alors, donc ici, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? Ce sont des institutions privées ou des personnes à qui on va confier un litige, d'accord, pour qu'ils le règlent. Ils vont le régler un petit peu selon ce qu'on leur a indiqué de faire, soit en équité, soit en alors, bon, si je suis en équité, c'est-à-dire un gagnant ou un perdant, amiable compositeur, c'est-à-dire sans gagnant ni perdant. Dans la pratique, on peut même leur dire dans quel sens on attend la solution. Dans la convention d'arbitrage, c'est-à-dire on va leur dire, monsieur les arbitres, réglez ce litige, on veut qu'il y ait un gagnant et un perdant, c'est-à-dire quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Quand on peut leur dire, réglez ce litige, je ne veux juste régler le litige, c'est-à-dire en amiable compositeur, sans qu'il y ait ni gagnant ni perdant, mais trouver un juste milieu et apaiser les esprits. À votre avis, dans le monde des affaires, il vaut mieux choisir quelle option? En équité, c'est-à-dire un gagnant ou un perdant, ou amiable compositeur? Je pose la question, vous savez, on peut leur dire comment siéger, on peut leur dire, messieurs les arbitres, on attend que vous siégiez en équité, c'est-à-dire vous allez donner raison à la personne qui a raison et donner tort à la personne qui a tort, c'est-à-dire il y aura un gagnant et un perdant. Très bien, ça c'est l'équité. Quand on peut leur dire, messieurs les arbitres, on attend que vous agissiez, d'accord, que vous donniez la solution comme amiable compositeur, c'est-à-dire vous allez trouver un juste milieu et apaiser les esprits. Dans le monde des affaires, quelle est la meilleure ou amiable composition? J'attends la réponse, s'il vous plaît. À votre avis? Amiable composition, c'est-à-dire un juste milieu, d'accord? Ou équité, un gagnant, un perdant? C'est quoi le mieux dans le monde des affaires? Vous m'entendez? Vous êtes là, s'il vous plaît? Alors, un gagnant et un perdant, équité. Alors, réfléchissons ensemble. C'est-à-dire quand je suis en litige avec l'entreprise X. L'entreprise X qui est censée être quoi? Un beau jour, elle va être un partenaire. D'accord? On est des partenaires sur le marché. D'accord? Maintenant, s'il y a un gagnant et un perdant, est-ce que ces deux entreprises peuvent encore se lier d'affaires? Non.
elles vont partir avec une animosité l'un envers l'autre. Alors que s'il y a amiable composition, dans cette affaire, il y a eu un couac, il y a eu une difficulté, on va la dépasser et c'est pas grave, on est là prêt pour établir de nouveaux partenariats. Généralement, dans le monde des affaires, on préfère, d'accord, l'amiable composition. L'amiable composition, c'est pour préserver de nouvelles partenariats éventuels dans le futur, d'accord? D'accord? Alors que quand il y a équité, gagnant et perdant, ils vont se quitter avec de l'animosité l'un envers l'autre, d'accord? Donc, ils seraient pas tentés de reprendre un partenariat après. Alors, quand il y a ni gagnant ni perdant, bof, ça va, ils ont épongé cette difficulté, ils vont passer à autre chose la prochaine fois et c'est tout, d'accord? Généralement, ils préfèrent quand il y a amiable composition, c'est-à-dire justement pour préserver de potentiels, d'accord, partenariat ultérieur. Maintenant, si je termine sur une animation, pas tenter de reprendre un peu l'activité ensemble. Alors, ça, c'est un peu l'arbitrage. Maintenant, l'arbitrage, c'est un choix. C'est-à-dire, je dois dire comment que je veux aller vers l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, d'accord, il est facultatif. C'est-à-dire, vous pouvez y aller si vous voulez, comme vous pouvez ne pas y aller. Si vous décidez de ne pas y aller, vous allez vers le tribunal. Mais si vous avez décidé d'aller vers l'arbitrage, vous devriez manifester une volonté dans ce sens. C'est-à-dire, vous devriez dire, voilà, nous, en litige, on ne va pas aller vers le juge, on préfère aller vers l'arbitrage. Et mieux que cela, en matière commerciale, la loi, d'une façon générale pour les professionnels, la loi permet, au moment où les partenaires dans un contrat, au moment où les parties prenantes dans un contrat sont en train de rédiger leur contrat, leur convention, leur contrat, ces parties peuvent ajouter dans le contrat, parmi les dispositions du contrat, vont ajouter ce qu'on appelle une clause compromissoire, d'accord? Une clause compromissoire, d'accord? Une clause compromissoire. C'est quoi cette clause compromissoire? Alors, c'est quoi une clause? C'est un paragraphe dans un contrat par lequel les parties, au moment où elles sont en train de rédiger le contrat, vont dire quoi? Vont dire, si demain ou après-demain il y a un litige, nous, les parties, nous décidons de le faire régler non pas par des juges, mais par des arbitres. C'est-à-dire, au moment où ils sont en train de rédiger le contrat, est-ce qu'il y a un quelconque litige? Au moment où ils sont en train de rédiger le contrat, d'une façon générale. Non, il n'y a aucun litige. Les litiges vont naître quand il s'agirait d'exécuter le contrat. Et voilà qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, si litige il y a, hypothèse de travail, si litige il y a dans 20 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, ça dépend un peu de la durée du contrat, d'accord? Si litige il y a, nous, les partenaires, on décide de le faire régler non pas par des juges, mais par des arbitres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la clause compromissoire. D'accord? La clause compromissoire, c'est-à-dire au moment, d'accord, comme il y a la clause de résolutoire, comme il y a la clause, d'accord, de modification de contrat, on peut ajouter une clause compromissoire. Très bien. Alors, cette clause compromissoire, elle est un peu risquée, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'on ne sait pas sur quoi va porter le litige, on ne connaît pas sa gravité, et c'est pour cela que la loi dit, la clause compromissoire, cette clause compromissoire, elle ne serait acceptée, elle ne serait admise, valable tout simplement, que dans les contrats qui lient ce qu'on appelle des professionnels, que des contrats liant des professionnels. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un monsieur tout le monde, la clause serait invalidée, d'accord? Parce que la loi considère que pour protéger les profanes, les monsieur tout le monde, il n'y a que le juge qui soit le mieux habilité. Très bien. Donc ici, la clause compromissoire n'est possible que s'il y a ce qu'on appelle les deux parties au contrat, les partenaires au contrat sont des professionnels. Notez bien, je dis professionnels, mais pas commerçants, sachant que
l'agriculteur c'est un professionnel, sachant que le notaire c'est un professionnel, alors qu'ils ne sont pas des commerçants, sachant que l'expert comptable c'est un professionnel, alors qu'il n'est pas commerçant. D'accord? Donc on a élargi un petit peu le champ d'action de cette clause compromissoire. Elle ne serait possible que dans les contrats qui lieraient des professionnels. Très bien. Après, il y a, d'accord. Alors ça a été ce qu'on appelle la clause compromissoire. À côté de cela, il y a la solidarité. Je m'explique. La solidarité suppose quoi? La solidarité, notez bien s'il vous plaît, suppose que c'est prévu à l'article 164 et suivant du Code civil marocain, ce qu'on appelle le DOC 164 et suivant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette solidarité? Elle suppose quoi? Elle suppose que plusieurs personnes, d'accord, plusieurs personnes sont co-débiteurs, sont débiteurs à la fois, sont co-débiteurs pour la même cause, pour la même opération, d'accord, au profit d'un seul et même créancier. C'est-à-dire, ça suppose que moi, créancier, c'est pour la même affaire, j'ai plusieurs débiteurs. J'ai un D1, débiteur 1, débiteur 2 et débiteur 3. C'est-à-dire, d'accord, il y a 3 co-débiteurs pour la même opération au profit d'un créancier commun. Donc, il y a le C, créancier commun, lequel C, créancier commun, d'accord, a pour une même affaire, 3 co-débiteurs, 5 co-débiteurs, 2 co-débiteurs, peu importe, c'est-à-dire plusieurs co-débiteurs. 1, 2, 3, 4, 5 co-débiteurs. Très bien. Alors, la solidarité, qu'est-ce qu'elle me permet si elle existe? Elle permet au créancier C, au créancier commun, pour la même affaire, d'accord? Elle lui permet, vous suivez s'il vous plaît? J'attends. Très bien. Elle lui permet, au créancier commun, elle lui permet, s'il n'est pas payé à l'échéance, c'est-à-dire si le C n'a pas été payé, et parce qu'il y a la solidarité, cette solidarité va lui permettre, écoutez bien, de choisir parmi les 3 co-débiteurs D1, D2 et D3, va choisir le plus solvable, c'est-à-dire celui qui lui présente le plus de garanties de paiement, va choisir le plus solvable et exiger de lui payer l'intégralité de la dette commune. C'est-à-dire, ils étaient 3 à acheter une marchandise ensemble, d'accord? Ils étaient 3 à acheter une marchandise ensemble, d'accord? Alors, au profit d'un seul et même créancier. À l'échéance, d'accord, ils n'ont pas payé. À l'échéance, ils n'ont pas payé. Et ces 3 co-débiteurs sont considérés par la loi comme étant solidaires, d'accord? Cette solidarité permet à C de choisir parmi les 3, D1, D2 ou D3, d'accord, le plus solvable, c'est-à-dire celui qui a de quoi payer. Il va exiger de lui payer l'intégralité de la dette, c'est-à-dire il va devoir payer pour tous les autres, c'est-à-dire il ne va pas lui dire non, pourquoi moi je vous ai choisi, vous allez devoir me payer les 600 000 dirhams, le prix d'achat de la marchandise, d'accord? Ils ont pris l'engagement de payer 600 000 dirhams, chose qu'ils n'ont pas faite. Le créancier, moi, d'accord, je vais choisir parmi D1, D2 et D3. Et par exemple, je vais choisir D1 et je vais lui dire, monsieur D1, d'accord, vous allez être obligé de me payer l'intégralité des 600 000 dirhams. D1 que j'ai choisi ne peut pas dire non parce qu'il est tenu solidairement. Alors, il va devoir me payer moi. Une fois qu'il m'a payé, mettons, il va retrancher sa quote-part. Mettons, il devait, lui, je ne sais pas, 600 000, on a dit, il devait que 100 000. D'accord, il va devoir retrancher 100 000. Il va se retourner contre des 2 pour 300 000 et contre des 3 pour 200 000. Il fait 600 000. Très bien, vous suivez un peu. Alors ça, c'est la solidarité. Alors, la solidarité, c'est quoi? Suppose que plusieurs personnes sont co-débiteurs pour la même cause, d'accord,
au profit d'un seul et même créancier et que le créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance, pourra choisir parmi les co-débiteurs le plus solvable, c'est-à-dire celui qui a de quoi faire, le plus solvable, et exiger de lui, d'accord, de lui payer l'intégralité de la dette. C'est-à-dire il va payer l'intégralité, c'est 100 000, 200 000, 100 000, 10 000, 20 000, peu importe. C'est-à-dire il va devoir payer l'intégralité de la dette. Une fois qu'il aura payé pour les autres, d'accord, il aura contre chacun pour sa quote-part dans la dette, c'est-à-dire il ne va pas à son tour faire jouer la solidarité. La solidarité a uniquement un usage externe, mais pas entre les co-débiteurs. Alors, quels sont les avantages de la solidarité, vous allez me dire. La solidarité, qu'est-ce que j'ai gagné à travers cette solidarité, moi, le créancier? Moi, le créancier, j'ai gagné quoi? Alors, la solidarité m'a évité ce qu'on appelle le fractionnement des recours, c'est-à-dire au lieu de faire une action contre des 1, une action contre des 2, une action contre des 3, je n'ai fait qu'une seule action. D'accord, une seule action devant le juge, une seule action, très bien, ça me fait gagner du temps et de l'argent, très bien. Et pas n'importe quelle action, d'accord, parce que j'ai fait une action ciblée. Une action ciblée dans quelle mesure? C'est-à-dire, avant d'actionner X ou Y ou Z ou D1, D2 ou D3, je me suis renseignée pour savoir qui est le plus solvable. Et j'ai fait une action ciblée, c'est-à-dire selon les informations que j'ai pu avoir, on va voir que où et comment, d'accord? J'ai choisi D1 parce qu'il avait de quoi me payer, il était le plus solvable parmi les autres D2 et D3. Très bien. Donc ici, mais il y a non, il y a pas, il y a un avantage pour le débiteur. Il y a l'avantage parce que la solidarité, en soi, c'est une garantie. C'est-à-dire sans la solidarité, s'il n'y avait pas de solidarité, en venant marchandises à 3, est-ce que je vous aurais fait confiance comme je l'aurais fait pour ceux qui... Hein? Ils n'auront pas des échanges commerciaux. Oui, non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas les échanges commerciaux. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'espère que vous m'entendez mieux que je vous entende. Reprenez, s'il vous plaît. Mademoiselle? Ça veut dire que les transactions vont se diminuer. Va? Ça veut dire que? Diminuer. Oui, la garantie ne sera pas solide, la garantie ne sera pas importante, très bien. C'est-à-dire, par exemple, si vous, par exemple, vous êtes venus trois indépendants, sans solidarité, vous êtes venus pour acheter ensemble la marchandise, est-ce que je vous aurais traité avec la même confiance, avec je vous aurais accepté volontiers, aussi volontiers que si vous avez été des personnes solidaires? Non, la solidarité en soi, c'est une garantie. Je sais que CD1 n'a pas de quoi payer, D2 aura de quoi faire, D3 aura de quoi faire. Alors que si vous êtes venus des personnes séparées, c'est-à-dire ici on va dire A1, A2 et A3, c'est-à-dire des gens, des civils, etc., pour acheter ensemble la même marchandise, j'aurai plus de défiance à votre égard, sachant que vous allez être tenus conjointement, mais pas solidairement. C'est-à-dire le jour où vous ne me payerez pas, je vais devoir faire une action contre A1, une action contre A2 et une action contre A3. D'accord? Et donc, je n'aurai pas traité avec vous. D'accord? Je n'aurai pas traité avec vous parce que je vais vous dire, oui, vous êtes 3, vous n'êtes pas des commerçants, il n'y a pas de solidarité entre vous. Je ne peux traiter avec vous que si vous êtes en mesure de me donner une garantie. Alors que les commerçants qui vont ensemble agir ou acheter ou faire une transaction ensemble au profit d'un créancier commun, ils sont déjà dotés d'une garantie. Cette garantie, c'est la solidarité. Le créancier commun sait que si un D1 faire, D3 aura de quoi faire. Vous comprenez? Il y a toujours quelqu'un qui serait solvable. D'accord? C'est pour cela que la loi dit entre commerçants co-débiteurs, les commerçants co-débiteurs, la loi, le législateur,
vous savez, les faits présumés, les considère d'emblée, c'est-à-dire les faits présumés comme étant solidaires. C'est-à-dire même s'ils n'ont pas prévu la solidarité dans le contrat, ils seraient considérés comme étant solidaires. Et la solidarité jouerait contre eux. D'accord? Tous les commerçants qui traitent ensemble pour la même cause sont considérés comme étant solidaires, sont présumés solidaires. Donc voilà, la solidarité, elle évite le fractionnement des recours, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait une action contre D1, D2 et D3, hein, elle évite aux créanciers de devoir subir ce qu'il aura choisi le plus solvable. C'est-à-dire ici, contre D1, avant d'actionner D1, je me suis renseignée. J'ai su que c'était D1 le plus solvable. Vous allez me dire, mais comment vous allez savoir qui est le plus solvable parmi D1, D2 et D3? Alors sachez déjà que D1, D2 et D3, ce sont des commerçants et que la loi les fait présumer solidaires et comme tous les commerçants, ils doivent être inscrits au registre de commerce. Et le registre de commerce, c'est un peu l'état civil des commerçants. Sur le registre de commerce apparaissent toutes les informations relatives au commerçant et les informations relatives à son fonds de commerce. C'est-à-dire toutes les informations que je veux savoir sur le statut du commerçant, sur les éléments de son fonds de commerce, d'accord, les éléments qu'il utilise, s'il est propriétaire ou locataire des murs, s'il est propriétaire ou juste locataire du matériel, s'il a des brevets d'invention, s'il a une marque de fabrique, c'est-à-dire toutes ces informations, je peux les avoir, d'accord, auprès du registre de commerce, d'accord. Il a déjà donné en nantissement son fonds de commerce, c'est-à-dire tout ceci, d'accord, je peux l'avoir auprès du registre de commerce et ces informations peuvent me donner une idée sur la richesse, si vous voulez, ou la solvabilité des commerçants. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai 3 co-débiteurs commerçants auprès de moi une marchandise donnée, par exemple, d'accord, et ils ne m'ont pas payé. Je sais qu'ils sont commerçants et que par définition, même s'ils n'ont rien prévu dans le contrat, ils sont présumés solidaires. Ils sont présumés solidaires et c'est à la bonne heure, c'est tant mieux pour moi. Cette solidarité, qu'est-ce qu'elle me permet? Elle me permet en une seule action, c'est-à-dire sans fractionner les recours, une seule action, d'accord? Mais une action ciblée. Ciblée pourquoi? Parce que j'aurais choisi, d'accord, parmi le D1, D2 et D3, j'aurais choisi le plus solvable, d'accord? D'accord? Alors, j'aurais choisi le plus solvable et ce plus solvable va devoir me payer intégralement, mettant les 600 000, les 60 000, les 50 000, peu importe. Une fois qu'il m'aura payé, il va retrancher sa quote-part dans la dette. Il se retournera contre chacun de ses co-débiteurs, chacun au prorata de sa dette, un peu dans la dette commune, sa quote-part dans la dette commune, tout simplement. Ça, c'est la solidarité et la solidarité, elle est présumée entre commerçants. D'ailleurs, je ne sais pas si on vous l'a dit, sont présumés solidaires, d'accord, de son paiement, sont présumés solidaires de son paiement. C'est ce qui permet un peu de remonter la chaîne des signataires, des endosseurs. Très bien. Alors, ici, c'est une solidarité, très bien. Cette solidarité est cependant une solidarité, une présomption, c'est une présomption simple. Quand je dis c'est une présomption simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est D1, D2 et D3 qui sont, de par la loi, de par le fait de la loi, sont considérés d'emblée comme étant des commerçants présumés solidaires, d'accord, de par le fait de la loi. S'ils ne veulent pas de cette solidarité, ils doivent l'ajouter dans le contrat. Ils vont dire, certes, nous allons acheter ensemble la marchandise, mais nous nous engageons, écoutez bien, conjointement, c'est-à-dire ensemble, conjointement, mais pas solidairement. Si vous veniez me voir avec un contrat établi, je ne vous ferai pas confiance parce que déjà la solidarité, c'est une garantie de paiement. Elle sécurise, elle garantit un peu le créancier.
Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Très bien. Donc ici, l'avantage de la solidarité, c'est qu'elle évite le fractionnement des recours, d'accord? Et elle évite aussi aux créanciers de devoir subir l'insolvabilité de certains de ses co-débiteurs. Pourquoi? Parce qu'il va choisir, lui, le plus solvable, où est-ce qu'il va prendre l'information? Auprès du registre de commerce, auprès du registre de commerce, très bien. Donc cette solidarité se présume entre commerçants, sauf que c'est une solidarité comment? C'est une présomption, pardon, c'est une présomption simple, c'est-à-dire qui peut être, d'accord, qui peut être un petit peu écartée dans le. Il y a un autre intérêt, une autre particularité pour les commerçants. Il y a ce qu'on appelle le silence comme source d'obligation. Vous avez fait un peu les contrats, un peu dans la première partie S3, je crois. Vous avez fait comment on établit un contrat. Vous avez dit, on vous a certainement dit que ça suppose un accord de volonté, lequel accord de volonté suppose une offre contractée, une acceptation de l'offre, et que la personne qui va accepter un contrat va devoir manifester son accord. C'est-à-dire, on vous a dit en matière civile, le silence observe ne vaut pas acceptation, ne veut pas dire acceptation. C'est-à-dire, si vous m'avez contacté pour me dire est-ce que vous voulez acheter ma maison, vous m'avez envoyé un mail, par exemple, ou à ma voiture, peu importe, et que je n'ai pas répondu à votre mail, ça ne veut pas dire que j'ai accepté. Non, d'accord, en droit civil, l'acceptation doit être exprimée par des signes externes, doit être manifestée de façon tacite ou expresse. Très bien. En matière commerciale, le silence peut être interprété comme une acceptation, je m'explique, d'accord? C'est-à-dire, deux commerçants, je sais qu'à une échéance donnée, vous avez besoin d'une quantité déterminée de marchandises. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant que vous n'ayez rien commandé, je vous ai livré, je ne sais pas, des caisses de, je ne sais pas comme d'habitude, 10 caisses de quelques marchandises. Très bien. Je vous ai envoyé les caisses de la marchandise plus une facture. Et vous avez gardé silence, c'est-à-dire vous les avez reçus et vous n'avez dit ni oui ni non, d'accord, ni réserve ni quoi que ce soit. Vous avez reçu et la marchandise et les prix. La loi dit, entre commerçants, le silence gardé par un commerçant y afférente, le fait pour le commerçant de garder silence vaut acceptation. Le silence pour moi, commerçant ayant reçu la marchandise, c'est-à-dire la chose, et la facture, c'est-à-dire le prix, si je garde silence, je suis censé avoir accepté la marchandise. Je n'ai rien dit, je n'ai ni téléphoné, ni oui, ni accès, rien de tout. Je n'ai pas exprimé ni mon accord, ni mon désaccord. Mon silence, il va être interprété comment? Il va être interprété comme étant une acceptation, Dit, entre commerçants, le silence gardé par un commerçant ayant reçu une marchandise, d'accord, et la facture y afférente, c'est-à-dire le prix et la marchandise, c'est-à-dire le fait que je garde silence, ce silence sera interprété comme étant une acceptation, d'accord, vaudra acceptation. En matière civile, rien de cela n'existe, d'accord, il faut qu'il y ait, d'accord, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une expression manifeste de l'accord de volonté, tout simplement. Voilà, c'est un peu. Il y a aussi un autre point. Vous savez, il y a en matière civile, il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est le temps pendant lequel vous avez à agir devant un tribunal. Le délai de prescription, c'est-à-dire la durée c'est-à-dire le temps matériel pendant lequel vous pouvez. En matière civile, il y a un délai maximum. Ce délai maximum, il est de 15 ans. En matière commerciale, il y a un délai maximum, il est de 5 ans. Mais entre autres, il y a des délais plus courts. Par exemple, pour les chèques, la durée de validité d'un chèque comme chèque, d'accord, effet de commerce, d'accord, chèque avec toutes les garanties que lui accorde le législateur, le chèque ne vaut comme chèque que pendant une année. C'est-à-dire, si vous avez laissé un chèque dans votre tiroir pendant plus d'une année, il ne sera plus considéré comme étant un chèque, mais juste comme une reconnaissance de dette de la part de la personne qui vous l'a la personne tirée. D'accord. Alors ça, c'est un peu le délai de prescription. Il y a aussi l'autre distinction entre les actes de commerce et l'acte civil, c'est les intérêts. Vous savez,
En matière commerciale, les intérêts se présument, hein, les intérêts se présument, et les intérêts peuvent être calculés au trimestre, au mois, etc., etc. Et mieux que cela, en matière commerciale, il y a ce qu'on appelle l'anatocisme, c'est ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts, c'est-à-dire les intérêts échus. On vous a fait ça en maths, c'est la capitalisation des intérêts, d'accord? C'est en termes juridiques, c'est l'anatocisme. Là, c'est-à-dire les intérêts échus vont s'ajouter à la somme principale pour produire à leur tour des intérêts, C'est ce qu'on appelle l'anatocisme ou la capitalisation. Ils peuvent être calculés au mois, au trimestre, d'accord, ou semestre, peu importe, selon ce qu'on a été convenu entre les parties. Et mieux que cela, en matière commerciale, on pratique ce qu'on appelle l'anatocisme. L'anatocisme, c'est le terme juridique, d'accord, ça correspond à ce que vous avez vu en maths, c'est ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts, c'est-à-dire les intérêts échus vont s'ajouter eux-mêmes à la somme principale pour être à leur tour producteurs d'intérêts. C'est l'anatocisme ou la capitalisation des intérêts. Voilà, ça a été la leçon d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Je suis à votre disposition. Prenez le micro. Madame, j'ai pas compris une question, mais concernant la séance dernière, vous avez parlé du marché ambulant. Hein, là? La séance dernière, vous avez parlé du marché ambulant. C'est parti, j'ai Oui, compris. oui. Donc, Oui, j'ai le marché ambulant, il est considéré comme commerçant, hein. C'est un commerçant. Qu'est-ce qu'il fait? Mais compris. il n'est pas officiellement un commerçant de fait, vous comprenez? Il y a le commerçant de fait, hein, il y a le commerçant de droit. Commerçant de fait, c'est qu'est-ce qu'il fait pendant toute ça? Il achète des marchandises et il les revend. C'est un commerçant de fait. Parce qu'il n'agit pas dans une structure réglementée par la loi, mais il est commerçant de fait. Vous avez dit qu'il n'y en a pas des fonds de commerce au niveau du marché ambulant. Il n'a pas de fonds. Un commerçant n'a pas besoin de fonds de commerce, hein. Seulement au niveau du marché ambulant. Oui, le spéculateur en bourse, est-ce qu'il a un fonds de commerce? Il n'a pas de fonds de commerce. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, vous avez le... J'attends, c'est une question, s'il vous plaît. Madame, Oui, pouvez-vous envoyer ce PDF au délégué? c'est-à-dire le PDF. Je l'ai envoyé déjà, le PDF. Non, celui, Hein? ce PDF-là, madame. Ah, les PowerPoint. Oui, 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 oui. Oui, je l'enverrai. Merci, madame. Je vous en prie. Madame, une autre question. Concernant Oui, les clauses de la clause compromission, compromissoire, oui. vous avez dit que il ne peut jamais, on se trouve par des arbitrages puisqu'il est basé sur le côté des contrats. On sait bien que le contrat, c'est un mise volontairement entre deux personnes ou deux plus. N'est-ce pas? C'est ça? Oui. La clause compromissoire, c'est un paragraphe dans un contrat, tout simplement. C'est-à-dire, au moment où on est en train de rédiger le contrat, on peut ajouter une clause disant, bah, sait-on jamais, si litige il y a, on va aller vers l'arbitrage. Vous comprenez? Oui, d'accord, merci. Cette clause ne sera valable que si les deux parties au contrat sont des professionnels. Sinon, maintenant, s'il y a le litige et qu'on décide d'aller vers l'arbitrage, on peut toujours le faire. C'est ce qu'on appelle le compromis d'arbitrage, c'est-à-dire les parties en litige se sont mises d'accord pour aller vers l'arbitrage. C'est-à-dire là, toute personne peut aller vers l'arbitrage, que ce soit un profane ou un professionnel, ou un commerçant, un agriculteur. C'est-à-dire il y a le litige, on le voit, et on dit non, non, c'est pas la peine d'aller vers le juge, on va aller vers l'arbitrage. Ce qu'on appelle le compromis, hein. Compromis, c'est une entente, un arrangement pour aller vers l'arbitrage. C'est bon? Oui, merci, madame. Je vais voir le chat. Alors, il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît?
C'est bon? Mademoiselle, messieurs? Madame, Oui, monsieur, je vous écoute. madame, comment régler un litige dans le cas d'un conflit entre professionnels étrangers? C'est-à-dire les étrangers, Oui, c'est-à-dire des entreprises enfin, un contrat à l'international. Justement, parmi les avantages un peu de l'arbitre, ça va créer ce qu'on appelle un conflit de loi, un conflit de juridiction, pour éviter qu'il y ait, on ne sait pas, par exemple, je ne sais pas, un Marocain en partenariat avec un Français vont importer une marchandise en Chine qui sera, je ne sais pas, commercialisée en Tunisie. Vous comprenez? C'est un exemple de contrat international. Il y a plusieurs types de nationalités. D'accord? Ici, par exemple, la marchandise, si on suppose, d'accord, elle va être exécutée au Maroc, d'accord, livrée au Maroc. Ici, il y a en droit international privé marocain, il y a ce qu'on appelle la waha, les supports de cours, très bien. C'est-à-dire, ils vont dire selon quelle législation ils veulent faire soumettre leur contrat. C'est-à-dire, ils vont dire le présent contrat sera soumis à la loi française ou la loi américaine ou la loi. Ils vont choisir ce qu'on appelle la loi d'autonomie. Maintenant, quand il y a un litige, d'accord, par exemple, la marchandise elle est au Maroc, le tribunal compétent, ça va être le juge du fort, c'est-à-dire là où le contrat va être exécuté. C'est le tribunal marocain. C'est-à-dire s'il y a un litige, on va aller devant les juges marocains, lesquels juges marocains vont devoir appliquer la loi française, qui a été par exemple la loi d'autonomie. Est-ce qu'ils vont le faire de gaieté de cœur? Croyez-moi, non. D'accord? Ils vont rechigner, d'accord? Ils vont essayer de voir quelles sont les dispositions qui vont être mieux à même de se conformer avec la législation marocaine. C'est pour cela, pour éviter justement ce genre de conflit de loi et de juridiction, dans le contrat international, on prévoit ce qu'on appelle une clause compromissoire, c'est-à-dire on va dire l'arbitre, on va le choisir, une institution. Vous savez, l'arbitre c'est le CERDI, c'est le centre CERDI, centre des, je sais plus exactement le CERDI, d'accord. Là, c'est lui, quand il y a les contrats internationaux, il est habilité à régler les litiges à l'amiable dans le cadre de l'arbitrage. Mais s'il y a des contrats dans lesquels l'arbitrage est très important, joue vraiment à fond, c'est dans les contrats internationaux justement pour éviter ces problèmes relatifs à ce qu'on appelle un conflit de loi et le conflit de juridiction. Le problème des conflits de loi, c'est ce qu'on appelle la loi d'autonomie, c'est-à-dire la loi qu'on aura choisie, que les parties auraient choisi. Et pour les tribunaux, la loi dit c'est le tribunal du fort, FOR, c'est-à-dire le tribunal dans lequel le contrat doit être exécuté. Nous savons que la marchandise devait être livrée au Maroc et vendue au Maroc, donc c'est là où le contrat doit être exécuté. Donc les tribunaux marocains qui vont devoir appliquer la loi française, c'est un peu difficile. D'accord? Alors c'est pour cela que... Ouais. Alors, je vois ici, madame, j'ai une question concernant les supports de cours. Où seront-ils lancés? Je pense qu'il est plus préférable de les lancer sous forme PDF sur le NT et dans le centre copie. Les centres copie, est-ce qu'ils sont ouverts? Monsieur Rida Zarour. Monsieur Rida? Monsieur Rida? Ah, je ne sais pas. Très bien. Donc, écoutez, moi, j'ai donné déjà le cours à votre camarade, le délégué. Il m'a dit qu'il allait le mettre à la disposition de tous les étudiants. Je veux savoir si c'est déjà fait. Je tends une réponse, s'il vous plaît. Vous l'avez reçu déjà en format PDF? Oui, madame. Monsieur Reda aussi? Non. Ok, je vais tirer ça au clair. Maintenant, pour Waha, très bien, je vais voir ça. Maintenant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient se déplacer à la fac, comme ça je leur donne un exemplaire en format papier qui pourrait faire, d'accord, photocopier. Alors, quelqu'un pourrait peut-être se déplacer et puis on va convenir comme ça. Et puis je vais le mettre sur l'espace ENT, bien sûr, je vais le mettre, hein. Il n'y est pas, parce que ce qui m'a retardé, c'est votre camarade, il m'a dit qu'il allait le mettre à la disposition de tous ses camarades. Il n'est pas là, le délégué? Très bien, vous pouvez l'imprimer quand vous pouvez, c'est parfait. Oui.
Alors, donc je vais tâcher de le faire, mais je vais voir le monsieur responsable délégué pour voir ce qu'il en est, pourquoi ça n'a pas atterri chez tout le monde. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous tirez quelques bonnes informations du cours. Lisez le cours, s'il vous plaît. Vous voyez, moi, encore faut-il l'avoir. Je vais tâcher de régler ça, d'y remédier rapidement. Merci à vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.